ce webinaire. Donc, nous allons animer à deux. On aura l'occasion de se présenter très rapidement sur ce thème des données compétences, le nouvel or noir des RH. Et on va vous expliquer pourquoi ce thème nous semble important aujourd'hui pour la fonction RH et comment il est possible de le traiter au mieux dans vos entreprises. Vincent, si tu veux avancer ta slide. Voilà, merci. Et donc, quelques recommandations avant de débuter dans quelques instants. On voit qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Vous munir d'un bon thé ou café, vous installer confortablement. Vos micros, normalement, sont coupés par l'application, mais vous pouvez participer en posant vos questions, en utilisant le chat. Et donc, après la présentation que Vincent et moi nous allons effectuer, nous pourrons répondre à ces questions. On se laissera un petit temps sur les 10 dernières minutes pour pouvoir répondre. Et vous recevrez à l'issue du webinaire un lien vous permettant de revoir la session replay si vous le souhaitez. Vincent, si tu veux avancer. Voilà. Donc, nous sommes deux à vous présenter ce sujet autour des compétences pour vous apporter aussi deux regards différents. En ce qui me concerne, je vais apporter plutôt le regard de la fonction RH en tant qu'expert de cette fonction. Et aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants d'entreprise et des DRH sur l'organisation de la fonction RH et l'utilisation au mieux des outils de la fonction RH. Vincent? Oui, merci Marc et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis le CEO d'une société qui s'appelle Boosters. Et j'apporte aujourd'hui la caution sur la donnée RH et plus spécifiquement les données sur le marché de l'emploi et de la formation. Merci. Donc, pour cette présentation, nous avons choisi d'aborder 4 thèmes. Tout d'abord, planter le décor avec le contexte. Ensuite, présenter pourquoi ce sujet des compétences constitue des enjeux importants, notamment sur la data RH. Après, nous verrons concrètement, de manière très opérationnelle, comment ceci peut se mettre en œuvre et nous ferons une rapide conclusion. Donc, très rapidement, le contexte. Donc, Vincent, si tu veux nous présenter le contexte dans lequel nous sommes et qu'est-ce qui nous amène justement à nous pencher sur cette question des compétences. Effectivement, Marc, aujourd'hui, finalement, s'il y a une seule certitude et une seule constante, c'est celle du changement. Quand on regarde tous les prévisionnistes d'une manière générale, la chose sur laquelle ils peuvent s'accorder, c'est que le degré de transformation du marché du travail va être considérable dans les 10 ans qui viennent. Les plus pessimistes, quelque part, vont vous dire que quasiment 9 métiers sur 10 que l'on exercera d'ici 10 ans n'existent pas encore. Ceux qui sont peut-être un peu plus modérés et réalistes vous diront que la moitié des métiers vont être profondément transformés, justement, d'ici ces 10 prochaines années. Donc, c'est peut-être plus quelque chose à avoir en tête. Et pourquoi est-ce que finalement ce changement est aussi rapide ? Parce que si on reprend d'un point de vue historique les différentes révolutions industrielles par lesquelles nous sommes passés, les 3 premières ont été complètement linéaires. Donc, d'un changement technologique qui est arrivé, les effets se sont fait sentir progressivement sur des durées assez longues. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que cette révolution industrielle dans laquelle on est complètement exponentielle. Et effectivement, sur 10 ans, on va faire que sur une tranche de révolution industrielle précédente. Et justement, ce qui impacte aujourd'hui considérablement l'évolution des métiers et des compétences, ça tient notamment au fait de l'automatisation. Aujourd'hui, l'automatisation, comme l'a montré l'Observatoire des métiers du futur, est responsable pour quasiment la moitié des évolutions en cours et à venir sur la transformation des métiers. D'ailleurs, les principaux employés ne s'y trompent pas, puisque 2 employés sur 3 aujourd'hui déclarent que leur métier va être profondément impacté par l'automatisation. Donc il y a une vraie prise de conscience autour de ce phénomène. Bien sûr, il y a d'autres enjeux aussi qui expliquent ces mutations, des enjeux législatifs, environnementaux, mais aussi des habitudes et des évolutions des habitudes de consommation qui sont importants. Mais donc, cette automatisation, c'est vraiment la principale tendance aujourd'hui qui impacte ce qu'on va appeler le future of work. Et pour mettre ça vraiment en exergue, aujourd'hui, plus de la moitié du temps passé sur des tâches pourrait être automatisé.
Finalement, le graphe que vous voyez là, c'est une distribution d'un indice d'automatisation. Cet indice d'automatisation, plus il est élevé, plus la technologie aujourd'hui est disponible pour remplacer cette tâche à effectuer. Et on voit qu'aujourd'hui, sur un peu plus de 10 000 compétences à mobiliser pour effectuer des tâches, 6 sur 10 aujourd'hui pourraient être automatisées. Donc c'est une tendance très lourde et qui, encore une fois, ne tend qu'à s'accélérer. Mais les tendances technologiques ne sont pas les seules, il y a aussi des tendances sociétales, et c'est quelque chose que on a, j'imagine, beaucoup tous vécu et qu'on vit encore. C'est l'avènement du télétravail, par exemple. Aujourd'hui, le télétravail, le ministère du Travail considère que ça concerne environ un tiers des actifs, sauf que les études montrent que le potentiel est double. Et aujourd'hui, chaque métier a un set de compétences qui lui est associé, et en étudiant finalement le set de compétences associées à chaque métier, on constate que près de 6 métiers sur 10 aujourd'hui pourraient être effectués à distance. Donc le potentiel là aussi, et la façon dont on exerce notre travail est aussi en pleine mutation. Marc? Merci Vincent. Donc, si on se place maintenant du point de vue de la fonction RH, moi j'aime bien utiliser une formule qui est assez connue, qui s'appelle E égale MC2, qui revient en fait à calculer l'efficacité par la multiplication de la motivation, de la communication et des compétences. Ça reste très actuel, cette formule. Motivation et communication restent bien entendu extrêmement importants, mais un des enjeux, ça va être sur ce dernier facteur, qui est celui des compétences, de voir si il est possible pour l'entreprise de faire évoluer les compétences pour répondre aux défis de demain, aux enjeux de demain. Donc, avec Vincent, on va vous présenter maintenant les enjeux de cette data. Donc, il s'agit notamment sur ce domaine des compétences, à la fois d'anticiper et d'adapter les compétences des emplois liés notamment à ces évolutions des emplois qu'on vous a présentés. Il s'agit aussi de calibrer les postes et les niveaux de rémunération au regard des compétences qui sont attendues. C'est-à-dire que si les compétences, en fait, ne sont plus les mêmes, eh bien, peut-être que les niveaux de rémunération et le calibrage sont à revoir. Il faut maîtriser les conséquences de ces changements technologiques et économiques, hein, tant en termes d'emploi qu'en termes éventuels de formation ou de reclassement. Développer des mobilités professionnelles des salariés pour évoluer vers les métiers qui sont en croissance, réduire les difficultés de recrutement sur les postes qui sont en tension, optimiser les dispositifs de formation pour adapter justement votre offre de formation à ces nouvelles compétences qui sont attendues, valoriser les compétences individuelles et ou collectives, anticiper le vieillissement des équipes et l'évolution donc des compétences qui sont associées, et enfin favoriser l'implication des salariés dans un projet d'évolution professionnelle pour les motiver justement à acquérir des compétences nouvelles qui leur permettent de maintenir ou de développer leur employabilité. Vincent, tu veux poursuivre? Donc, ce que tu viens de définir finalement, qu'on va retrouver sous la bannière de la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels, nouvellement, enfin, anciennement s'appelait la GPEC. Ça consiste finalement à dire, je veux savoir d'où je pars, je dois savoir où je souhaite aller, et donc comprendre finalement quel est le chemin que je vais avoir à accomplir. Et pour ça, une des premières étapes sur lesquelles on doit travailler quand on veut travailler justement sur une approche par compétence, c'est d'être capable d'aller créer un référentiel, d'aller recenser finalement l'ensemble des métiers et des compétences qui existent en interne de l'entreprise. Alors, peut-être pour s'accorder sur la définition, parce que ça peut toujours être sujet à débat, on va entendre par métier finalement un ensemble d'emplois ou d'intitulés de poste, si vous voyez, si vous voulez, qui vont représenter un noyau dur d'activité commune. Il faut voir qu'on observe qu'en moyenne, pour un métier dans une entreprise, on va trouver 9 intitulés de poste alternatifs.
Donc, il y a cette inflation des titres d'une manière générale et cette grande créativité des entreprises qui font que aujourd'hui, il faut regarder bien évidemment ces intitulés, mais il faut être capable de rationaliser tout ça. Et cette rationalisation, elle se fait autour de la notion de métier. Et derrière un métier se cache finalement une succession de tâches à accomplir. Ces mêmes tâches à accomplir qui sont réalisées par la mobilisation de compétences. Et donc, on va entendre par compétence une notion qui va regrouper à la fois les termes de connaissances, de compétences techniques ou savoir-faire, et de compétences dites soft, donc des savoir-être. Voilà un petit peu pour définir. Et donc, chaque métier va être représenté au travers d'un portefeuille de compétences à mobiliser. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue donné? Parce que pour celles et ceux d'entre vous qui vous êtes déjà prêtés à l'exercice de réaliser un référentiel métier et compétences, vous savez déjà à quel point c'est un exercice fastidieux. Il est aujourd'hui fait essentiellement manuellement. Mais il faut déjà partir du principe que même si c'est de la donnée textuelle, ça n'en reste pas moins de la donnée, et de la donnée qui est exploitable et vraiment critique. Et pour vous donner une idée des enjeux, quand on parle de données, métiers et compétences, il faut voir qu'aujourd'hui, si vous regardez à gauche de la slide, une entreprise qui va avoir environ 500 salariés va déjà devoir gérer une complexité de l'ordre d'une centaine de métiers. Et en milieu de slide, quand vous avez une centaine de métiers à gérer, ça veut dire que vous allez devoir gérer un portefeuille global de 2000 compétences pour l'entreprise. Et donc être capable d'associer ces 2000 compétences à chacun des 100 métiers, et donc de savoir lesquels mobiliser. Et autre information, c'est que quand on regarde ces 2000 compétences, elles vont ensuite être réparties à 2/3 sur des compétences techniques, 1/5 sur des connaissances, et puis le delta sur des compétences dites soft. Marc? Oui, merci Vincent. Donc, on voit qu'il y a une complexité liée au nombre de métiers et au nombre de compétences qui sont associées à ces métiers. Souvent, ce qui est fait côté RH, c'est de simplifier. Donc, ça veut dire qu'on va réduire et le nombre de métiers et le nombre de compétences pour rendre tout ceci le plus facilement gérable manuellement. Très souvent, en fait, c'est pas la solution parce que ça revient pour des métiers notamment qui ont leur spécificité à finalement enlever des compétences qui sont extrêmement importantes à conserver. Et donc, c'est frustrant aussi pour les métiers de faire cette simplification. Et donc, on verra après tout à l'heure dans la mise en œuvre que si on veut garder cette richesse au niveau des métiers et des compétences, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de recourir à des applications numériques qui permettent une certaine automatisation et un traitement de données importantes. Nous allons revenir rapidement sur les enjeux pour regarder en quoi ces compétences vont être utiles pour différents dispositifs clés en matière de ressources humaines. On a bien entendu que la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, anciennement GEPC, qui donc s'appuie bien entendu sur la prospective des métiers et sur la gestion des compétences. On voit d'ailleurs qu'il y a une évolution très très forte ces dernières années d'une gestion plus des compétences que des emplois, et c'est beaucoup plus riche d'être sur les compétences parce que c'est ce qui est le plus évolutif. Ça va servir bien entendu à la mobilité interne, au reclassement, et notamment de pouvoir anticiper des fois des PSE et de préserver la marque employeur en permettant des reclassements à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe. Ça permet également une plus forte rétention et une implication et engagement des salariés. Cela va être très utile à tous les dispositifs de formation et ça permet d'organiser le dispositif de formation en relation avec les compétences. Et puis enfin, bien entendu, ces compétences sont indispensables pour la sélection au moment du recrutement. Donc on voit que ce sujet des compétences est vraiment au cœur de dispositifs clés en matière de ressources humaines et donc ne peut pas être ignoré ou sous-estimé. Et donc il va être important de regarder comment il est possible
de mettre en œuvre ce sujet de gestion des compétences avec les outils qui sont adaptés. Donc Vincent, si tu veux bien passer sur la mise en œuvre. Tout à fait. On va prendre quelques cas d'usage concrets de la mise en œuvre. On a vu, et Marc nous a présenté 6 différents domaines d'application. On va restreindre ça pour cette présentation à 3 cas concrets, celui de la GEPP, celui des mobilités, qu'elles soient internes ou externes, et celle de la formation. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette donnée, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des entreprises, cette donnée compétence, elle dort et végète dans des fichiers Excel, dans des descriptions de postes sur Word ou d'autres supports qui ne sont pas adaptés à de l'analyse et à un caractère dynamique. La capacité à passer vraiment d'un environnement statique à un environnement dynamique. Si on prend le premier exemple de la GEPP, là, ce qu'on va vouloir faire, et c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est la capacité de produire, en un temps record, cette cartographie des métiers et compétences. Et on va attendre d'elle que ce ne soit pas juste une photo à un instant T, mais que cette cartographie soit dynamique et aussi prospective, qu'elle nous montre finalement quels sont les enjeux pour l'entreprise. Finalement, si aujourd'hui vous passez par un processus dit classique, vous allez conduire des entretiens avec des experts métiers, vous allez essayer de recenser l'existant, vous allez vous appuyer sur des études de branche ou d'autres types d'expertise. C'est un travail qui va être très chronophage pour la personne qui la conduit, mais aussi très chronophage pour les personnes qui vont être sollicitées et mobilisées dans le projet. Et puis, il faut voir que la durée de vie moyenne aujourd'hui d'une compétence est de l'ordre de 18 mois pour les métiers les plus empreints du digital à 5 ans à peu près. Donc, si c'est pour mettre un an et demi pour créer sa cartographie, et qui en plus est statique, ça devient tout de suite problématique. Donc, en quoi aujourd'hui les technologies nous permettent d'accélérer ce processus et de le rendre aussi plus fiable? C'est grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, on ne va pas employer les grands mots, on va surtout expliquer un principe. Finalement, à partir de assez peu de données internes à l'entreprise, typiquement en recensant l'ensemble des intitulés de postes existants dans l'entreprise, et en ayant un regard sur la volumétrie des effectifs associés à chacun de ces effectifs de ces intitulés de poste, on va être capable d'aller confronter ces données à des ressources externes. Ces données externes, ça va être à la fois des référentiels de branche, des référentiels généralistes, type ONET, type ESCO, type l'Organisation internationale du travail, etc. Et par le biais d'une analyse sémantique, donc la capacité finalement à lire et à interpréter le texte que l'on a dans l'entreprise, on va pouvoir faire matcher les intitulés de poste de l'entreprise avec des métiers justement issus de l'ensemble de ces bases. Ce qui fait qu'on va très vite être capable de rapprocher et de rationaliser la complexité d'une entreprise pour finalement arriver à articuler et retrouver des métiers. Et pour chaque métier, ensuite, on va les associer, justement, encore une fois, en exploitant l'ensemble de ces bases, avec les compétences idoines pour chaque poste. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et donc, on va être capable de dire, je passe typiquement de 1000 intitulés de poste à finalement seulement 100 métiers. J'ai réussi à faire ce premier travail de rationalisation. Et pour chacun des métiers, je vais avoir une vingtaine de compétences que je vais être capable d'associer à chacun des métiers. Et ça, c'est déjà une cartographie de l'existant. Ce qui va nous intéresser aussi, au travers de ces données externes, c'est d'être capable de les augmenter avec justement des tendances. Ces tendances qui vont provenir de sites d'emploi, notamment, qui vont provenir de différents travaux de recherche et d'études prospectives. Et on va être capable, par exemple, d'amener des indices d'automatisation des métiers, des indices pour valider le caractère émergent d'un métier ou le caractère en tension de ce même métier. Donc tout ça va pouvoir être fait
de façon quasi automatisée avec le recours en toile de fond d'équipes de data scientists. Donc ça, c'est le premier effet de comment traiter de la donnée métier et compétences et surtout être capable de produire un référentiel rapidement. Peut-être rapidement, Vincent, là, sur la GEPP, cette utilisation des données externes, elle est essentielle à la fois pour fiabiliser vos propres données, mais aussi pour donner une forte légitimité aux informations que vous pouvez partager avec les partenaires sociaux. Très souvent, en fait, la GEPP est une action qui résulte d'un accord et qui donc nécessite un partage régulier à travers des observatoires ou des structures en fait que vous mettez en place ad hoc pour suivre cette cartographie et la prospective. Et plus vous apportez de la légitimité liée justement à une approche scientifique en fait du sujet, et plus cela vous permet d'être très concret et d'avoir une crédibilité dans le dialogue social que vous pouvez développer avec les partenaires sociaux. Merci de cette précision, effectivement, Marc. Là, il faut voir que cette première étape sur laquelle on a recours justement et où on va transformer finalement du texte en données exploitables, on va digitaliser finalement un actif qui est celui de vos fiches de poste et on va le rendre dynamique. Le fait de pouvoir digitaliser cet actif fait qu'on va pouvoir adresser tous les cas d'usage précédents que Marc avait présentés. Et donc, un des cas d'usage inhérents à cet exercice, c'est celui de la mobilité interne ou du reclassement. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de dire que, puisque je sais désormais qu'un métier X ou Y a les compétences A, B et C, et que j'ai cette même information pour l'ensemble des métiers au sein de mon organisation, je vais être capable de créer des parcours de carrière. Je vais être capable de comprendre quelle est la distance qui sépare un métier A d'un métier B. Et donc, on va être capable rapidement, avec quelques règles après à calibrer, mais d'utiliser la technologie pour nous faire comprendre de façon objective quelles sont les passerelles les plus simples, mais aussi peut-être les plus audacieuses pour faire évoluer des collaborateurs au sein de l'entreprise. Maintenant, il y a également le sujet du reclassement. Il faut voir aussi que cette réalité et ce qu'on va savoir faire au sein de son entreprise, il faut être aussi capable de projeter son collaborateur à l'extérieur de l'entreprise quand il y a des fermetures de postes, quand il y a des métiers dont les taux de transformation sont très élevés et qui donc sont amenés, de par l'automatisation notamment, à disparaître, d'anticiper ces phénomènes, et en anticipant ces phénomènes, identifier les métiers externes à l'entreprise vers lesquels ces gens peuvent être reclassés également. Dernier cas d'usage, Vincent, la formation. Exactement, la formation, qui est aussi un cas d'usage critique dans la négociation de ces accords. Il faut voir qu'aujourd'hui, pour distribuer la formation, vous vous servez d'outils, notamment des LMS, des LXP, pour Learning Management System ou Learning Experience Platform, dans laquelle, finalement, vous allez, héberger du contenu de formation, et ce contenu de formation qui va être consommé par vos utilisateurs, par des apprenants sur la plateforme. Aujourd'hui, l'expérience fait que l'apprenant doit quelque part savoir ce qu'il vient rechercher sur la plateforme, va accéder à une barre de recherche, mais va être quelque part noyé dans la pluralité de l'offre de formation qui est à sa disposition. Ce que peut permettre la technologie aujourd'hui, c'est justement de traduire l'ensemble du contenu de formation en compétences. Donc là encore, en mobilisant des techniques d'analyse sémantique, qu'on appelle du NLP. Donc on va être capable de traduire les contenus de cours en compétences normées, ces mêmes compétences que l'on a au sein de votre référentiel, comme vu précédemment. Et on va être également capable de traduire le profil des utilisateurs, des apprenants, en compétences, de sorte à pouvoir matcher l'un avec l'autre, et donc de passer et d'offrir une expérience à la Netflix
dans laquelle, lorsque l'apprenant se connecte, on ne va pas lui dire bah, débrouille-toi, mais on va plutôt lui dire bah, je comprends que tu es dans tel poste aujourd'hui et que donc pour te perfectionner, voici quels sont les cours et formations les plus adaptés à ton profil. Merci. Finalement, ce qu'on vient de dire, c'est que l'ensemble de ces données, que ce soit des données formation, compétences, collaborateurs ou métiers, sont essentielles pour alimenter l'ensemble de vos politiques de développement RH. Et puisqu'elles sont essentielles, elles doivent être intégrées au sein de vos outils. Il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude, mais il faut que ces outils, ces data se retrouvent hébergés dans vos solutions, que ce soit au sein de votre SI à proprement parler, de votre LMS ou ATS. Et pour ça, il y a aujourd'hui des connecteurs qui s'appellent des API, qui sont finalement tout simplement un protocole d'échange entre deux systèmes. Dit autrement, ça permet d'intégrer la data à ces outils que vous utilisez. Ce point qui paraît simple est pour autant essentiel, et là je me mets du côté de la fonction RH, en ayant une application très performante pour la gestion des compétences, il est essentiel qu'elle soit connectée avec le reste de votre SIRH, parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une perte d'information, un problème d'actualisation aussi des données qui nécessiteront des opérations manuelles. Et plus vous avez ces connecteurs en fait qui sont mis en place, et plus vous vous assurez que de l'actualisation et de la fiabilité de vos données dans votre data RH. Et cette gestion de data RH donc, est essentielle pour utiliser justement pleinement toute la richesse des outils et des applications, de ce qu'ils peuvent vous apporter en termes de précision d'information et d'actualisation d'information. C'est effectivement une très bonne précision. Et donc, pour terminer sur ce point de la gestion des données et vous donner un comparatif entre finalement un processus classique de création de cette donnée, c'est-à-dire création de votre référentiel, de votre cartographie, et la capacité à exploiter des technologies modernes pour pouvoir le réaliser. On va constater sur le premier graphique à gauche que le fait de recourir à de l'intelligence artificielle va en moyenne permettre de diviser par 7 le délai moyen de production d'un référentiel. Encore une fois, pour une centaine de métiers, ça va prendre à peu près 4 mois si vous le faites manuellement, comparé à une dizaine de jours si vous le faites via intelligence artificielle. Pareil, inévitablement, puisqu'on gagne un temps considérable, la mobilisation des effectifs, qu'ils soient internes ou externes, s'en trouve aussi réduite. Et donc là, on va être capable de diviser en moyenne à peu près par 3 le coût associé de production. Et donc, on arrive à un ROI moyen de 1 pour 10 pour le recours à la technologie. Donc, il y a un véritable avantage, et cet avantage, il n'est pas que financier, puisque le fait justement d'aller, encore une fois, digitaliser l'ensemble de ces données va renforcer la fiabilité de cet actif, va permettre des mises à jour automatisées. Fini le fait de réinventer l'eau chaude tous les 3 ans pour refaire vos référentiels. Et donc, un vrai gain de temps et une maîtrise globale des coûts. Merci. Donc, comme convenu en début, on a fait assez vite cette présentation pour aussi se garder du temps là pour les questions. En conclusion, donc, ce que nous vous offrons à l'issue en fait de ce webinaire, c'est la possibilité d'aller plus loin avec un diagnostic gratuit qui peut porter sur aussi bien la gestion des emplois et des parcours professionnels, notamment pour faire un état de votre référentiel, vous donner des éventuels benchmarks avec des accords GEPP qui existent et regarder comment vous intégrez votre dispositif de GEPP sur l'ensemble de votre SIRH. Ça peut concerner également la mobilité interne et le reclassement. Donc, on a vu qu'il y a un autre cas d'usage. Et là, on peut regarder
l'architecture de vos parcours, l'efficience en fait de la mobilité interne et la durée moyenne de reclassement. Et enfin, cela peut concerner aussi d'autres cas d'usage qu'on vous a présenté, qui est la formation, et notamment de regarder comment il est possible de vous aider pour la cartographie de vos formations, la revue des fonctionnalités de votre LMS, et éventuellement regarder l'analyse de la satisfaction de vos collaborateurs sur l'utilisation de votre plateforme de formation. Donc, pour bénéficier de ce diagnostic gratuit, nous vous invitons à nous envoyer un mail. Et donc, vous avez les 2 mails qui sont indiqués, hein, soit Vincent, son mail vincent@booster.rs, soit Topix, hein, en l'envoyant à Sophie Felden, sophie.felden@topixconseil.com. Nous vous proposons maintenant d'utiliser les quelques minutes qui nous restent pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Peut-être, Marc, en attendant que les questions arrivent, présenter très brièvement nos 2 entreprises. Rapidement, donc Boosters, que j'ai cofondé il y a maintenant 4 ans. On est une entreprise basée à Paris. Nous sommes 20. On est une entreprise de data, donc on va retrouver chez nous essentiellement des grands profils de data scientists, de développeurs. Et parmi notre équipe de data scientists, on a notamment 5 docteurs en physique et en maths, puisque c'est vraiment un travail de recherche qu'on effectue sur l'ensemble de ces données. On y alloue une partie très conséquente de nos dépenses. On a noué des partenariats scientifiques importants justement pour travailler sur la donnée métier et compétences, notamment avec la Commission européenne au travers de son programme ESCO et avec l'Université d'Oxford sur les recherches prospectives. On a été élu Startup RH de l'année 2020 par Akoya et également on a remporté les 4e trophées Média RH par BFM récemment. Et on va accompagner nous aujourd'hui des clients de tout secteur, qui soient à la fois clients publics, privés, mais aussi organismes de formation. Merci Vincent. En ce qui concerne Topix, donc c'est un cabinet d'un genre nouveau qui a été créé il y a maintenant 3 ans par Bruno Meckling, avec comme actionnaires de référence Ciatis Saint-Honoré et Havas. L'offre est destinée aux directions générales pour du soutien stratégique et opérationnel sur essentiellement des sujets de transformation. Donc, cela va concerner aussi bien l'accompagnement des équipes de direction, toute la problématique autour de l'organisation du travail, les politiques RH, dont notamment le sujet qu'on vient d'aborder, celui des compétences, et puis enfin les questions relatives au dialogue social et en relation très souvent avec la transformation des entreprises. Alors, j'ai vu qu'il y a des premières questions qui arrivent. Il y a une question qui porte sur le lien entre classification des postes et GEPP. Effectivement, c'est 2 sujets qui sont différents. Hein. Ce qu'on voulait présenter à travers le fait que les compétences servent à l'un et à l'autre, hein, on est bien, le sujet des compétences est au cœur, mais la GEPP n'aborde pas proprement dit la question de calibrage des métiers ou des postes, ou la question de la classification. On est bien sur 2 sujets qui sont différents. On voulait juste insister sur le fait que le cœur des compétences et la gestion des compétences va servir en fait à ces 2 objets, la GEPP d'un côté et le calibrage des postes de l'autre. Je vois qu'il y a également une question de Philippe qui nous demande de spécifier comment s'effectue l'identification des compétences pour chacun des emplois. Effectivement, j'ai peut-être été très sommaire sur ce point-là. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives régionales, et notamment en Amérique Nord, en Europe, qui conduisent des travaux de recherche importants avec l'ensemble des pays dont ils ont la charge,
pour recenser pour chacun des métiers les compétences nécessaires. Donc c'est un travail assez lourd. C'est justement l'initiative portée par ESCO en Europe, par Honnête aux États-Unis. Les branches professionnelles, via notamment les OPCO, conduisent également ces travaux en France. Et donc, typiquement, ce qu'on va faire avec de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va, d'une part, normaliser ces bases, c'est-à-dire qu'on va être capable de dédoublonner et s'assurer qu'on a une information cohérente. Donc, on va, par exemple, prendre les métiers d'une base A avec les métiers d'une base B, et donc s'assurer qu'on n'a pas de doublons. Et ensuite, on va regarder pour chacun des métiers quelles sont les compétences qui y sont associées. Et donc, on va créer finalement faut imaginer une énorme table Excel qui va recenser pour chaque métier toute la liste des compétences qui sont associées. Donc ça vaut pour les compétences techniques, effectivement. Pour les compétences soft, c'est plus dur à aller chercher. Et donc, en ce qui concerne Boosters, on a utilisé un subterfuge, c'est qu'on a été analysé des centaines de milliers de publications de postes. Et sur ces publications de postes, en fait, il est toujours fait mention à des compétences dites soft. Et donc, là encore, on a utilisé la technologie pour aller isoler ces compétences soft. Et donc, aujourd'hui, on est capable de savoir, pour un métier donné, quelles sont les compétences soft associées. Donc, finalement, l'exercice le plus dur qui est à effectuer, c'est celui du matching entre l'intitulé de poste de l'entreprise avec un emploi repère, un métier, finalement, au sein de la base. Et quand on fait ce travail de matching, ensuite, on peut appeler le référentiel de compétences associées à ce métier. Merci Vincent. On a une question de Cécile sur comment et à quel moment intégrer la dimension prospective de l'entreprise et pas simplement les tendances métiers externes. On peut répondre à deux voies. Hein. Si on répond côté plus fonction RH, c'est bien entendu la relation qu'il faut faire entre les orientations stratégiques de l'entreprise et l'évolution des métiers, puisque suivant en fait les choix stratégiques, des métiers vont être en croissance et d'autres non, hein, par rapport à des objectifs de développement. Pour autant, la relation avec l'externe peut apporter aussi à l'entreprise une vision sur l'évolution, plus de la transformation en fait des métiers, sur la vision compétence. Vincent, si tu veux peut-être justement compléter sur l'intérêt de l'apport de ces données externes sur la vision prospective. Complètement. Je mentionnais tout à l'heure quelques-uns des indices avec lesquels on peut augmenter la donnée. Typiquement, le fruit de notre travail avec l'Université d'Oxford consiste à comprendre quel est le degré d'automatisation de chacune des compétences que l'on a au sein de notre base. Et puisque aujourd'hui, un métier est l'expression d'un set de compétences associées, et qu'on sait pour chacune des compétences quel est son taux d'automatisation, on va être capable d'amener une vision sur le degré d'automatisation d'un métier même. Degré d'automatisation qui signifie que, en regard de l'état de l'art actuel de la technologie, voilà, quelle est la part d'un métier donné qui pourrait être aujourd'hui pris en charge par la machine. Donc ça va être important parce que ça va vous permettre de comprendre comment et à quelle vitesse votre organisation se transforme. Et en fonction des contingents d'effectifs que vous avez sur les postes concernés, vous allez pouvoir mesurer quelles sont les zones d'impact et analyser vos zones d'action prioritaires. On va également être capable d'augmenter, par le biais d'autres données, vos données référentielles, notamment comprendre quels sont les métiers émergents, donc qui, à contrario de ceux qui sont fortement automatisés, sont plutôt des métiers d'avenir, ou en tout cas sur lesquels il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension en termes d'obsolescence, il peut y avoir de la tension en termes de recrutement, mais en tout cas, on sait que ce sont des métiers sur lesquels il y a un intérêt naissant assez fort. On va être capable aussi, en exploitant des données de sites d'emploi, de comprendre justement quels sont les métiers les plus en tension, ceux sur lesquels il est critique de travailler sur la rétention en interne, sur la marque employeur, et puis de comprendre le dynamisme du marché. Donc voilà, ce sont
pour nous des dizaines en fait, de sources que l'on va aller exploiter pour être capable d'avoir une vision, encore une fois, la plus objective possible, puisque s'appuyant sur des données. Alors justement, il y a une question complémentaire là de Philippe là-dessus. C'est comment contextualisez-vous le fonctionnement propre de l'entreprise induite par son organisation propre et son mode de fonctionnement réel, et donc en relation justement avec l'utilisation de données externes. Là, typiquement, je dirais pour faire cet exercice-là, il est souvent nécessaire d'être accompagné. Et c'est un peu l'objet aussi du Complètement. X, qui est d'accompagner pour faire en sorte que l'outil, l'application, s'adapte le mieux par rapport au contexte même et à la stratégie d'entreprise. Et ça nécessite une analyse approfondie et c'est pas simplement en appuyant sur un bouton que, bien entendu, que Bien sûr. c'est pas possible. Encore une fois, peut-être préciser, mais l'intelligence artificielle, ça n'est ni l'alpha ni l'oméga, c'est pas une boîte noire non plus. C'est surtout une capacité à aller beaucoup plus vite dans le traitement des données. Et les plus beaux projets, les plus larges projets que l'on va gérer se font quasi systématiquement de concert avec du conseil, d'où justement le fait d'être associé à Topix pour venir colorer justement ces référentiels par rapport aux réalités du client, pour pouvoir avoir un focus plus précis aussi sur les métiers à fort enjeu au sein de l'entreprise. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose que la technologie ne peut pas faire, typiquement. Une question de Camille, comment réussir à anticiper sur les compétences de métiers qui vont profondément changer ou qui n'existent pas encore? Alors là, je pense que j'y ai déjà partiellement répondu, mais effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des données disponibles publiquement nous permettent de comprendre, par exemple, quels sont les métiers émergents, et comme pour chaque métier au sein d'une base, on sait quelles sont les compétences associées, on va être capable de comprendre que les métiers émergents, enfin les compétences associées à ce métier émergent sont elles-mêmes avec une teneur de non-obsolescence assez forte. Donc on va pouvoir corréler des informations entre elles. Ce qui est important, effectivement, c'est surtout de comprendre et de s'appliquer à regarder les compétences qui inéluctablement n'ont pas d'avenir, et l'impact et le poids qu'elles ont au sein de chaque métier. Parce que, de facto, on est capable ensuite de comprendre que voilà, il va y avoir des opérations assez fortes d'upskilling et reskilling à mettre en place. Typiquement, si vous avez un métier qui a un taux d'automatisation de 70%, ça veut dire qu'il y a 30% de ce métier dont les compétences résiduelles sont encore vraiment valides et actuelles dans le marché du travail. Mais comment, pour les personnes qui occupent ce poste, je vais pouvoir reclasser ces compétences sur d'autres fonctions et quelles sont les actions de formation que je vais devoir mettre en œuvre pour les aider à monter en charge sur ces opérations-là. Si on prend un exemple vraiment concret, les plateformes logistiques, on sait que aujourd'hui sur ces plateformes, il y a encore beaucoup de manutention manuelle et que les outils technologiques vont permettre progressivement en fait d'avoir des plateformes de plus en plus automatisées. Et donc ça veut dire que les compétences qui vont être recherchées vont être radicalement différentes, puisque là, il y aura besoin d'opérateurs pour conduire des machines automatisées et pouvoir suivre ces machines en nombre beaucoup moins important qu'auparavant pour la manutention manuelle. Et donc, tout ceci, bien entendu, nécessite de la préparation et ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Donc, un des intérêts aussi, c'est de prendre conscience des incidences, en fait, des impacts de ce type de technologie et de rechercher comment il est possible de le préparer au mieux en jouant sur les compétences. On arrive aux 11h45. On avait pris l'engagement de tenir sur les 45 minutes. On y est pile. Nous vous remercions vivement pour à la fois l'intérêt que vous avez témoigné pour vos différentes questions. Et donc, rendez-vous très bientôt si vous le souhaitez
à la fois pour un diagnostic gratuit si vous êtes intéressé, et puis vous pourrez, si vous voulez, avoir le replay, donc un mail vous sera envoyé si vous voulez retrouver cette présentation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci et très bonne journée à toutes et à tous.